tout le monde. Franchement, je suis impressionné. Venir parler à des MBA, vous savez, j'ai géré beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été choyé par la vie, par les événements. Me retrouver à la Société des établissements de plein air. Je vais vous dire, c'est un poste de haut fonctionnaire. Hein, c'est équivalent à sous-ministre. Et normalement, souvent de fois, les présidents de ces genres de sociétés-là sont pigés, si on veut, dans les sous-ministres à gauche, à droite. Moi, j'ai appliqué d'une façon totalement, si on veut, un chasseur de tête. J'arrivais de l'extérieur. En fait, j'étais à la régie du bâtiment à ce moment-là. Et bien, j'ai passé le concours, comme on dit, puis je suis arrivé là. Et aux emplois supérieurs, ils m'ont dit tu ramasses une belle job parce qu'à peu près tous les sous-ministres voudraient avoir cette job-là. Nous, on vend du bonheur, hein? C'est extraordinaire. Alors, bien, je suis honoré de vous rencontrer et de vous parler. Vous allez remarquer, écoutez, que je ne fais pas une allocution qui est tellement académique. Ça va plutôt ressembler à une étude de cas. On m'a parlé, on m'a demandé de vous entretenir sur le sujet « Un marché à maturité et repenser l'offre ». Alors, effectivement, c'est ce que je vais faire. Donc, voyez nos territoires, c'est beau, hein? Donc, le survol de la présentation, je vais vous présenter la CEPAC. Je vais vous expliquer pourquoi on considère qu'on était dans un marché à maturité il y a quelques années. Contexte socio-démographique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a sous-tendu toutes nos réflexions, justement pour se repenser l'offre, les résultats, la gestion du changement, et ensuite, il y aura une période de questions. Donc, tout ce que je ne vous aurai pas dit, puis que vous aurez comme question en tête, gardez-les pour la fin, puis ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, la CEPAC, en bref. Je vais vous dire, la CEPAC est effectivement une société qui a été formée en 1985. Et pour quelle raison? C'est le regroupement de 13 entités ou 13 établissements gouvernementaux qui appartenaient à l'un ou l'autre des ministères au gouvernement, tourisme, terres et forêts, n'importe. Il y avait 9 campings dans ça. Il y avait 3 hôtels et la station de ski du Mont-Sainte-Anne. La raison pour laquelle le gouvernement a fait ça, c'est en vue de se doter d'une structure de gestion qui était plus, si on veut, malléable, plus flexible, plus dynamique, plus rapide, et qui permettrait aussi d'atteindre des résultats financiers au plus vite, au plus tôt, pour la bonne raison que la majeure partie de ces établissements-là étaient déficitaires à ce moment-là. Alors, le CEPAC a bien rempli son rôle. Elle s'est départie de quelques-unes de ces établissements-là, ce qui était aussi le but gouvernemental, mais que les ministères avaient de la difficulté à mettre en place, là, une cession ou une vente. Alors, la CEPAC a réussi à vendre quelques-uns, enfin 5 campings. Il nous en reste 3, qui est celui du Lac-Simon, les Voltigeurs, vous connaissez tous les Voltigeurs à Drummondville. Et au lac Kenogami, on a un magnifique camping là aussi, qui sont des beaux centres touristiques. On a 3 hôtels maintenant. Il y a le Gîte du Mont-Albert. Vous avez tous entendu parler du Gîte du Mont-Albert. La station touristique du Chêné, qui est un magnifique hôtel situé sur le bord du lac Saint-Joseph. Et l'auberge de montagne des Chic-Chocs, que la majeure partie des Québécois ne connaissent pas, qui est un petit hôtel de 18 chambres, je dirais pratiquement unique au monde, un modèle qui n'est pas accessible en automobile. On prend les gens sur le bord du fleuve, en fait, à Cap-Chat ou à Saint-Anne-des-Monts. On les amène en hiver en véhicule sur Chenillette. Et les gens peuvent faire du ski hors piste. Il y a pas c'est très physique à l'auberge de montagne. Mais par contre, vous êtes dans un établissement 4 étoiles. Il n'est pas 5 étoiles parce qu'on n'a pas de télévision. Pour être 5 étoiles, ça prend une TV, ça prend un ascenseur, ça prend toutes sortes de choses qui ne font pas de sens là-bas. Donc, on est un 4 étoiles, 5 étoiles. Alors, la station de ski du Mont-Sainte-Anne a été vendue en 1994. Et au fil des ans, bien, le gouvernement s'est rendu compte qu'on était une société qui était quand même assez dynamique et très bon gestionnaire. Soit dit en passant, les gens qui travaillent à la SHQ ne sont pas fonctionnaires, ne sont pas dans la fonction publique. Alors, quand on recrute et qu'on va chercher quelqu'un, évidemment, ça arrive souvent, qui vient du gouvernement, d'un ministère ou de l'autre, bien, il doit démissionner de la fonction publique et entrer dans un contexte à peu près privé, où il n'y a pas de garantie d'emploi, pas de sécurité d'emploi,
ils ont quand même le plan de pension et les avantages des membres de la fonction publique. Nos employés, disons, manuels ou techniques, sont couverts par les syndicats de la fonction publique, mais ce ne sont pas des fonctionnaires. Alors, ça vous met le portrait. Donc, quelques années après, le gouvernement nous a cédé les réserves phoniques et quelques années, au milieu des années 90, fin des années 90, les PAC, en plus d'avoir formé quelques nouveaux PAC depuis ce temps. Le dernier en lice est celui au Pémican, près de la ville de Témiscamingue, qui est un magnifique parc, qu'on va ouvrir officiellement, en fait, en 2018, au cours de l'été prochain. On est encore dans les travaux. C'est un nouveau parc. Donc, c'est un petit peu le portrait de la CEPAC. Donc, on a 46 destinations, 24 parcs nationaux, 14 réserves, 24 parcs nationaux qui s'étendent au Pémican, comme je vous disais tantôt, Aiguebelle, qui est au nord de Rouen, jusqu'à les îles du Rocher-Percé et le Bonaventure, à l'est. Et tout ce qu'on administre, en fait, est situé au sud du 50e parallèle. Au nord du 50e parallèle, c'est la société, le gouvernement inuit, si on veut, l'administration régionale Kativik qui administre les 4 parcs provinciaux qui sont dans le giron du gouvernement du Québec, si on veut, comme les nôtres. Alors, il y a actuellement 28 parcs dans le giron du gouvernement du Québec. Nous, on en exploite 24. 14 réserves fauniques. Je vous disais tantôt, 8 centres touristiques. On a de l'hébergement pour tous, camping, prêt à camper, chalets, camps rustiques, des yourtes. Et je vous parlais tout à l'heure de nos gîtes et auberges. On a différents types d'expériences et j'aime bien que ce soit intitulé comme ça parce qu'on n'aime pas à penser que nous, ce qu'on offre, c'est des produits, c'est des campings, de la pêche et tout ça. C'est des expériences qu'on offre. Les gens viennent chercher chez nous des expériences. Vous allez comprendre un peu pourquoi tantôt. Donc, on a évidemment des séjours en nature. Vous voyez en arrière, c'est une tente qu'on appelle Utopia, qui sont des prêts à camper. Notre modèle jusqu'à aujourd'hui, parce qu'à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire la saison prochaine, on a un nouveau modèle de prêt à camper qui est flabbergastant. La pêche, qui évidemment, qu'on offre à la fois dans les réserves fauniques et dans les parcs. La chasse, les parcs nationaux, évidemment, les activités de plein air et les attractions touristiques. Est-ce qu'il y en a qui savent la différence entre une réserve faunique et un parc? Moi, c'est une des questions qui m'a été posée lors de mon entrevue lorsque j'ai appliqué comme président. Le conseil d'administration m'a posé la question. Alors, je leur ai répondu, écoutez, j'ai lu tous vos documents, les rapports annuels, le plan stratégique et tout ça, puis il m'en est resté une question, une interrogation. Je leur ai retourné la question. C'est quoi la différence? Personne n'était capable de me le dire. Alors, c'est assez simple quand même. C'est, bon, un parc est doté d'une classification d'aires protégées qui fait en sorte qu'à peu près, il n'y a aucune activité commerciale qui peut s'opérer dans un parc, sauf certaines activités récréatives. Certaines activités récréatives, évidemment, on parle de l'accessibilité, on a beaucoup de sentiers, si on veut, de randonnées et tout ça, puis on permet la pêche. Mais il n'y a aucune chasse, il n'y a pas d'exploitation minière. Alors, quand vous entendez parler là, de l'exploitation pétrolifère et tout ça, là, bien, notre problématique, nous, ça se passe dans les réserves fauniques, ça ne se passe pas dans les parcs. Dans les parcs, il n'y a aucune exploitation commerciale. Il n'y a pas de coupe forestière, l'industrie forestière n'y est pas. Par contre, dans les réserves fauniques, bien, il n'y a pas d'accréditation, si on veut, ou de classification d'aires protégées. Alors, ce sont des aires relativement protégées, dans le sens où ça appartient au gouvernement et c'est nous qui en faisons la gestion. Par contre, il y a des opérations commerciales selon les permis et tout ça des différents ministères qui peuvent contrôler ça, soit les mines, soit parce qu'on a de l'exploitation minière dans des réserves fauniques, on a de l'exploitation forestière à grandeur du territoire, évidemment, qui est un gros problème pour nous, parce qu'on est toujours en conflit avec eux autres. Mais c'est un peu la différence. Je tenais à vous le dire parce que les gens ne savent pas ça.
Bon, on a 3 000 employés en saison. En saison, ça, c'est du mois de mars, disons, jusqu'à la fin d'octobre, répartis dans tous nos établissements. Environ 175 employés au siège social, le reste sont sur le terrain. Et l'hiver, on descend à 1 100 employés. Donc, on a 1 100 employés permanents et 3 000 réunissant les saisonniers et les étudiants. Des revenus totaux de 149,9 millions en 2016. Autofinancé à 85 %. Ça, c'est un modèle d'affaires qui est assez spécifique, assez unique dans le domaine des sociétés de ce type-là, parcs et tout ça, dans le monde. En général, aux États-Unis, ils sont autofinancés à autour de 30 %. Parc Canada, bien, écoutez, c'est autour c'est l'inverse. Ils sont financés par le gouvernement à 85 %. Et cette année, je vous dirais à 100 % parce qu'ils ont accordé la gratuité pour le 350e du Canada, vous savez. Donc, nous, on s'autofinance à 85 %, puis c'était un impératif gouvernemental d'atteindre le taux de financement le plus haut possible lorsqu'ils ont créé la CEPAC en 1985. Ça ne s'est pas fait immédiatement, mais aujourd'hui, on en est là. Et on a une mission de mise en valeur, conservation, d'accessibilité du territoire, et je devrais mettre conservation en premier parce que, évidemment, c'est notre première mission, la conservation, la pérennité. On veut léguer aux Québécois des grands territoires, puis on participe aussi aux besoins que le Canada a et que le Québec a d'atteindre un niveau de protection des aires protégées de 17 %. Alors, évidemment, on est les premiers impliqués dans cet élément-là. Donc, mise en valeur, accessibilité, c'est important aussi. Un marché à maturité. Bon. Alors, il y a environ 5, 6, 7 ans, on a constaté qu'on frappait un mur. Marché à maturité. C'est une drôle de façon de parler de marché à maturité parce que ça me fait penser, je vais vous faire une analogie d'histoire que vous connaissez certainement, tu sais, du manufacturier de souliers qui envoie son vendeur en Afrique, puis le vendeur revient et il dit, écoute, on n'ira pas là, il n'y a pas de marché, personne au milieu du dernier siècle. Il revient en disant, il n'y aura pas de marché, les gens marchent nu-pieds. Bon. Et M. Bata, lui, avait envoyé lui aussi son vendeur. Puis le gars est revenu, puis il a dit, bien, écoute, il y a un marché fantastique. Personne n'a de souliers. Fait que, et M. Bata s'est établi à la grandeur de l'Afrique. Donc, c'est un petit peu ça qui était notre problématique. Évidemment, au Québec, on a 18 millions de personnes. On va dire le marché à maturité. C'est notre marché, nous autres, c'est les gens qui peuvent venir. Au Canada, il y en a au-dessus de pas loin de 40 millions. Les États-Unis, c'est tout notre marché, ça. Donc, mais vous allez comprendre qu'est-ce qu'on vivait. Je vais vous parler de la pêche, pêche avec séjour. Vous voyez, de 2006 à 2011, ça a constamment baissé. Et pourquoi? Bien, pour l'impératif que je vous disais tantôt. Le gouvernement nous demande de nous autofinancer à 85 %. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, puis malheureusement, ça a été le réflexe des gestionnaires du temps. Ils se sont dit, le gouvernement nous demande de s'autofinancer le maximum. Fait qu'on va augmenter nos prix. Puis on va augmenter nos prix constamment. Puis on est devenus, évidemment, les plus chers en pêche, avec des plus beaux territoires, mais les plus chers. Ça a été la même chose dans tous nos produits. Vous allez voir tout à l'heure, mais on a augmenté nos tarifications d'entrée dans les parcs autour d'1 $ à 8,5 $. Et bien, les gestionnaires se frottaient les ongles sur leur habit en disant, bien, on réussit bien, on fait des profits. Oui, faites des profits, mais vous eniez dans un mur. Et le mur est arrivé, voyez-vous. On est passé de 108 000 ventes personnes, si on veut, jours personnes, à 91 000 jours personnes en 2011, ce qui nous rendait extrêmement vulnérables. Chasse à l'orignal, c'est la même chose. La chasse à l'orignal, c'est notre produit le plus vendeur. Vous voyez, ce chiffre-là ici, la ligne verte, c'est le nombre de chasseurs. Alors, notre produit, si on veut, c'est 10 000 voyages. On ne peut pas en vendre plus, c'est 10 000. Alors, quand il y a 22 000 personnes qui appliquent au tirage au sort pour se partager 10 000 voyages, bien, la CEPAC est en voiture.
on est sûr de vendre nos voyages. Mais voyez-vous, de 2006 à 2014-2015, ça a constamment baissé. Puis là, on était à 10 111. On atteignait le point où on allait, tu sais, c'est le point de bascule, là, où on allait atteindre qu'on perdrait autour de 1 000 $. C'est 1 000 $ environ, là, parce que nos prix sont... il y a différents packages, mais on peut dire qu'on a une moyenne de 1 000 $ par chasseur. Donc, 10 000 chasseurs, c'est ça qu'on a à vendre. En bas de 10 000, ce serait des pertes sèches du produit le plus payant qu'on a à CEPAC. Donc, c'est un gros problème. Évolution des jours visites. Overall, dans tous nos produits à la CEPAC, on a passé de 6 300 000 en 2011, 2012, 2013, vous voyez, ça baisse un peu. Et jusqu'en 2014, on avait un plateau. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un marché qui est mature? Bien, je ne suis pas certain que c'est un marché qui est réellement mature, parce que le marché était là en arrière. Mais on l'exploitait d'une façon qu'on le rendait mature, c'est sûr. Donc, par contre, on a fait des choses, je vais vous expliquer tantôt, puis ça a monté à 6 800 000 jours visites. Cette année, l'an passé, c'est-à-dire 7,2 millions, puis cette année, c'est encore meilleur. Cette année, c'est encore meilleur, souvenez-vous. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire sur la température, mais la saison 2016-2017, plutôt, a commencé à la pêche, là. Au début de la saison, on était obligé de retarder la pêche de 3 semaines sur à peu près tous nos territoires parce qu'il y avait trop de neige, les routes et les lacs n'étaient pas accessibles, beaucoup de lacs n'étaient pas calés. Juste dans la réserve des Laurentides, on a perdu 400 000 $ au début de l'année. C'est quelque chose, hein? Ensuite, bien, il y a eu les inondations, souvenez-vous. On a eu 4 millions de dommages, des ponts arrachés, tout ça. Et on a eu plusieurs sites qui n'ont pas pu opérer. Oka n'a pas pu opérer pendant presque un mois au départ. Donc, au cas où on fait normalement autour de 2 millions, 2,5 millions de profit par année, au cas, c'est une de nos bonnes vaches à lait. Bien, cette année, évidemment, on est parti très en retard. Puis on a eu un autre problème au cas, c'est qu'avec un été comme cet été, au cas, c'est la plus belle plage qu'il n'y a pas dans la région de Montréal. Mais pour que les Montréalais prennent leur voiture et s'en aillent à Oka, ça prend un trigger. Ça prend 3 jours de canicule pour que les gens se décident à partir. Puis là, c'est parti. Pour tout l'été, c'est parti. On n'a pas eu cette année de 3 jours de canicule. Alors, on a quand même eu une belle saison. Puis je peux vous dire qu'on a récupéré beaucoup, mais on n'a pas fait l'année qu'on faisait normalement. Tantôt, je vous parlais de tarification d'accès. Voyez-vous, on va jusqu'en 2010. Là, en 2010, on était à 3,5, 3,5 $. Avant ça, on partait d'1 $ quelques années auparavant. Alors, on a monté en 2011 5,5, 6, 6,5, 7,5 piastres en 2014 et en 2015, finalement, 8,5 $. Comme je vous disais tantôt, pourquoi est-ce qu'on montait comme ça? On se faisait critiquer. Nos clients nous écrivent, nous disent « Hey, vous êtes bien trop cher, tout ça. » On est moins cher qu'aux États-Unis. On était moins cher qu'à Parc Canada jusqu'à ce qu'amène la gratuité. Mais tout de même, et la raison de ça, c'était des impératifs financiers, des impératifs de rentabilité. Mais, vous avez vu, c'est un peu ça qui est la raison pour laquelle nos fréquentations ont plafonné jusqu'à l'an passé. Donc, en 2015, lorsque je suis entré, on avait un groupe qui faisait des recherches à la CEPAC, 2 personnes, en fait, et j'ai décidé de les constituer un peu mieux. On a appelé ça l'intelligence d'affaires. Donc, aujourd'hui, on a 4 personnes qui font l'intelligence d'affaires, qui sont couplées avec notre département des TI, qui sont couplées avec des chercheurs du privé, des compagnies de sondage, et on a fait des recherches absolument intensives sur nos segments de clientèle, qui ne vient pas, pourquoi les jeunes ne viennent pas, pourquoi nos clientèles sont-elles d'un certain âge, d'un certain, statut financier. Les gens moins aisés sont intimidés par l'accès à la CEPAC. Il y a une idée qu'on est trop cher et tout ça. Donc, on a bien segmenté tous nos segments de population, nos segments régionaux, les types de personnes. Et donc, c'est ce que je dis un peu là.
Et dans nos contacts, les gens, dans nos recherches, les gens nous disent, bien évidemment, la CEPAC a le meilleur produit. Il n'y a pas de pourvoyeur, il n'y a pas de... oublions les 3-4 pourvoiries de très haute gamme, là, quand il y en a au Québec. Nous, on ne se situe pas là-dedans non plus. Là. On n'est pas dans le très haut de gamme. On aime bien se dire, nous autres, on est le Rona du marché. Alors, on avait le meilleur produit, mais notamment pour la chasse, nos études nous disaient, les chasseurs trouvent qu'on a leur perception de qualité-prix, valeur ajoutée-prix, c'est qu'on est 24 trop cher. Même chose au niveau de la pêche, pas aussi fort que ça. Évidemment, la chasse était le produit où cette impression-là ou cette perception-là était la plus forte, la plus déficitaire pour nous autres. Puis, ça nous fait mal, ça, parce que, comme je vous disais tantôt, à 1 000 par tête de pipe, c'est de loin le produit le plus rentable pour nous. Nos modalités étaient beaucoup trop sévères, si on veut, beaucoup trop rigides. C'est pas traînait une culture gouvernementale, une culture de rigidité et tout ça. Alors, quand je suis entré, j'ai facilité ces choses-là. J'ai demandé à ce qu'on ait beaucoup plus de flexibilité. On veut faire une société agile et que ça veuille dire quelque chose, que ce ne soit pas juste un buzzword. Donc, on l'a travaillé. Les barrières à l'entrée pour les familles, les tarifs. Vous savez, 8 piastres et demi de tarification d'entrée dans un parc. Puis là, aller faire du camping 2 jours, le petit couple et leurs 2 enfants, bien, ça coûtait 32 piastres par jour, en plus de la location. Ça n'avait pas d'allure. Alors, on a fait toutes sortes... On a posé des gestes assez intéressants là-dessus. Et le vieillissement de la population, bien, c'est une... tout le monde le dit, dans notre domaine, les fédérations de chasseurs-pêcheurs et tout ça, on frappe un mur en 2019 parce que les baby boomers vont quitter. Et il faut s'y attaquer. Puis bon, bien, nous, on avait fait la même constatation. Évidemment, je vous donne des chiffres là qui parlent, mais 2019, là, c'était le... Et vous allez voir, on l'a bien travaillé. Les milléniums. Les milléniums ne venaient pas tellement chez nous, les jeunes couples. Donc, pourquoi? Eux, on le dit, définition du bonheur, tu sais, c'est vivre pleinement maintenant, s'épanouir et tout ça. Ils veulent vivre des expériences et tout. Alors que chez nous, tu embarques dans quelque chose qui est rigide. Tu sais, tu loues un chalet, tu veux aller à la pêche, bien, tu as un chalet de pêche, une chaloupe, un moteur, et c'est ça. Alors, si tu as 2 enfants avec toi, parce que les jeunes aujourd'hui, le plus grand problème des jeunes parents, puis je vois, là, je vous regarde, là, il y en a plusieurs dans la salle, là, et je vous affirme que ma constatation, le plus grand problème des jeunes parents, c'est qu'ils stressent de voir leurs enfants s'ennuyer. Tu ne peux pas endurer ça, d'avoir des enfants qui s'ennuient. Il faut que tu les occupes constamment. Alors, tu ne prendras pas tes enfants, faire comme mon père faisait quand j'étais jeune, moi, à 4 ans, installé sur un banc de chaloupe à 7 heures le matin, puis de sortir de là à 8 heures le soir. Hey, je me souviens que je me suis ennuyé. Il était obligé de me taper, puis il était obligé de me dire prends ta canne à pêche, puis dis pas un mot, tu vas faire fuir les poissons. Quelle belle journée! Et les gens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça avec leurs enfants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur offrir des expériences. C'est-à-dire, oui, tu as la chaloupe, mais pas loin, il y a des jeux. Pas loin, on leur offre un sentier pour aller marcher, aller voir les fleurs, prendre la photo, les pédalos, les kayaks. Et on a élargi notre gamme de services pour pouvoir satisfaire ces gens-là. Ils ont, évidemment, les jeunes, pour eux, les expériences sont beaucoup plus importantes que les possessions. Les choses que nos recherches nous ont dit. Ils tournent le dos au marketing traditionnel, valorisent leur marque personnelle. Donc, ils ne veulent pas embarquer dans un produit très encadré. Ce sont des voyageurs informés, impatients, habitués de voyager. À part de ça, ils comparent beaucoup. Ils vont aux États-Unis, ils vont visiter les parcs américains. Mais pour eux, aller voir un parc américain, c'est un après-midi, puis on sort. Chez nous, quand tu vas dans un parc, on veut qu'ils restent la journée. Ils ne font pas ça. Ou du moins, ils ne le faisaient pas. Ils servent de la techno à toutes les étapes du voyage. Bien, nous, partout, il n'y a pas de Wi-Fi. C'est un peu embêtant. C'est le problème. Alors, on se corrige. Ils veulent une expérience authentique. Composition des ménages, c'est un autre problème avec lequel
on avait à jouer. Nos chalets sont... Eh, mon Dieu! Nos chalets sont des grands chalets. Donc, les familles sont de plus en plus petites, sauf pour les familles recomposées. Donc, il fallait offrir des chalets de 2 personnes. Alors, on a tout un réseau de chalets pour 2 personnes. Il va falloir que j'accélère. Urbanisation croissante. Beaucoup de gens vivent à Montréal. La population est à 50 urbaine maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Mais donc, c'est des gens qui sont moins attirés vers la forêt. Les Canadiens, 90 de leur temps à l'intérieur. Les jeunes, c'est la même chose. Passent 50 moins de temps à l'extérieur qu'à 25 ans. Alors, c'est tous des problèmes qu'on a étudiés. Les clients changent, les attentes se diversifient. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, je vous disais tantôt, je vais en venir aux faits. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a établi tout un paquet de stratégies qui sont justement d'améliorer l'expérience plutôt que de diminuer les prix. C'est dit, regarde, c'est vrai qu'on est perçus comme les plus chers du marché, mais je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie de se mettre à dire on va couper les prix. Alors, évidemment, comme les autres, on offre des forfaits pour nos temps les plus faibles, nos temps faibles, mais on a décidé d'offrir, notamment pour les chasseurs, des produits extraordinairement plus améliorés, plus complets que la compétition ne ferait pas. Alors, partout sur nos territoires, on a des frigidaires. On a des treuils pour sortir leurs bêtes de la forêt. On leur permet de venir l'été à moindre coût, passer une journée sur leur territoire pour exploiter et explorer leur territoire qu'ils vont aller chasser, sur lequel ils vont aller chasser au printemps, à l'automne. Augmenter la valeur ajoutée. Faire un pas de plus. On a offert un programme où on a imposé un programme à nos employés où on les responsabilise, on leur donne beaucoup plus de marge de manœuvre, d'autonomie. On leur dit, écoutez, quand vous avez un client qui a un problème, son moteur n'a pas marché de la journée parce que, bon, il y a eu un bris mécanique ou n'importe au cours de son périple, qui vient vous voir, dites, écoute, on va te donner ta nuit gratuite. Ou on va te donner demain, on va te fournir le moteur, tu ne le payeras pas. Et prenez l'initiative de le faire. Allez pas demander la permission. Faites de vous un héros de 5 minutes vis-à-vis votre client. Ça, je vais vous dire, ça a été extraordinaire au niveau de la motivation de toutes nos troupes. Et ça a changé du tout au tout le genre de service qu'on rendait. Ça a mis des sourires dans le visage des gens et les commentaires qu'on a eus de la part de notre clientèle, extraordinaires. Stratégie famille. Tantôt, je vous parlais, les 4 qui vont faire du camping. Bon, bien, dorénavant, tous les gens en bas de 17 ans ne payent pas. Alors, c'est gratuit. Donc, la petite famille amène ses enfants, c'est gratuit. Gratuit pour les locations d'équipement aussi. On a des fat bikes, on a des kayaks et tout ça. Bon, les ados et les enfants qui viennent, c'est gratuit. Ça a augmenté de façon extraordinaire. Je vais vous dire que quand on a parlé de ça, quand je suis arrivé avec ça, ce programme-là, pas besoin de vous dire que ma vice-présidente finance, elle dit « ça n'a pas de bon sens, ça va nous coûter tant ». Là, elle a fait sa multiplication, nombre de jours visite, le nombre d'enfants, multiplié par les 8,5, regarde tout ce qu'on va perdre. C'est le contraire. On a augmenté de 30 le nombre d'enfants qui sont venus. Stratégie chasse, bien, je vous en ai parlé un peu, je ne vais pas plus loin parce que je pourrais vous en parler 2 heures de temps. J'aime ça parler. Stratégie pêche, c'est la même chose. On a développé des programmes pour les jeunes. Les jeunes viennent chez nous, on leur donne le permis de pêche, on leur donne un équipement complet et on leur montre à pêcher. Et on a des lacs, si les parents veulent, puis s'inscrivent dans le programme, on a des lacs où les jeunes sont certains d'en prendre. On a des bons lacs, tu sais. Évidemment, c'est de la petite, parce que ces bons lacs-là, c'est plutôt de la petite. On a ajouté des nouveautés, chalets, activités, tout ça. On a un prêt à camper, là, on va vous dire, là, qui est absolument extraordinaire, dans lequel on aura même, c'est une tente, si on veut, mais c'est une tente qui est carrée, plutôt que d'être en forme de tente, dans laquelle on pourra même, à certains endroits, ajouter à l'intérieur même la douche-toilette. Alors, la personne qui arrive avec ses enfants, là, ça n'est pas obligé de sortir, ou le petit, là, la nuit, il dit « Maman, j'ai envie de faire pipi », ça n'est pas obligé de sortir pour aller au bloc sanitaire, c'est dans la tente. Extraordinaire. Démocratiser l'offre, accès gratuit pour les enfants. Simplifier le processus d'achat.
On a investi énormément sur notre site Web pour faire en sorte que ça aille super bien, super vite. On est un petit peu déficient, beaucoup déficient sur ce plan-là. Maintenant, on est extraordinaire. Opérer le virage numérique et l'engagement social. L'engagement social, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Votre directeur m'a parlé, vous a dit tantôt que j'ai été à la Société d'habitation du Québec, où est-ce qu'on aidait 235 000 familles en besoin. Bien, je me suis dit, nous, évidemment, chaque personne qui vient dans la forêt, dans le plein air, c'est quelqu'un qui se guérit. Quelqu'un qui se guérit parce que les éléments médicaux positifs, psychologiques et physiques sont prouvés, documentés par toutes sortes de... Lisez seulement que la Presse Plus, il en parle toutes les semaines, le samedi sur le cahier Pause Santé, quelque chose de même. Il y a toujours un article sur les bienfaits d'aller dans la nature, et c'est vrai. Donc, on a un programme maintenant où on amène des jeunes, des offices d'habitation, des jeunes d'HLM, qu'on amène en forêt. Passer une journée ici à Montréal, c'est 2 jours, on les fait coucher. Et c'est des jeunes qui ne sont jamais sortis du macadam, sont dans bien des cas jamais sortis de leur quartier, et on leur insuffle un horizon nouveau. On leur donne des nouveaux paramètres, et c'est quelque chose qui va rester dans leur tête constamment. Et dans 10 ans, ils diront à leur petit ami ou leur femme ou n'importe, « Hey, moi, je suis déjà allé là, j'aimerais ça y retourner, tiens, on va y aller. » Puis à ce moment-là, il va avoir une auto, puis il va y aller. C'est ce qu'on se dit. J'aime ça parce que les commentaires qui nous sont faits par certains de ces enfants-là, ils ont parlé en sortant de cette journée-là au guide naturaliste qui les accompagnait, puis posaient la question, « Comment on fait pour être comme toi et avoir un job comme toi? » C'est intéressant, vous savez. Donc, fréquentation record en 2017, 7,2 millions de jours visites, malgré la peur de tous mes politiciens de l'impact de la gratuité fédérale. Ça ne m'énervait pas, moi, parce que j'étais en affaires tout le temps, puis les masses critiques attirent le monde puis attirent le succès. Je me disais, si eux donnent la gratuité, ça va amener du monde dans le plein air, ça va amener du monde d'impact, ils vont se retrouver chez nous pareil. C'est ce qui est arrivé. Hausse de fréquentation de 23 en 2 ans. La présence des enfants, j'en parlais tantôt, a augmenté de 32 dans les établissements en 1 an. La première année où on a imposé ça. Les revenus reliés au forfait de pêche familiale ont augmenté de 61 en 2 ans. Les revenus de chasse sont demeurés stables, malgré un marché qui était très en déclin, vous l'avez vu. La clientèle se rajeunit dans tous les secteurs d'activité. On a réussi à toucher la gang des milléniaux, puis ils viennent. Très fiers de ça. 15 de nouveaux pêcheurs. Tu sais, je vous disais tantôt, toutes les fédérations de chasseurs-pêcheurs disent on va perdre nos gens, là, les gens s'en vont, et on n'est plus capable de se renouveler. En 2019, c'est le mur, parce que les baby-boomers s'en vont. Bien, nous, en 2016-2017, on a eu 15 de nouveaux pêcheurs, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais tenu une canne à pêche dans les mains. Puis ça, notre fierté de ça, c'est que dans ça, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de femmes aussi. On a réussi à amener les conjoints et les conjointes par des programmes qu'on a élaborés de ce côté-là. On a réussi à amener les conjoints et les conjointes dans le bois. Il est presque fini. Donc, bon, vous voyez, la pêche, on a descendu, tantôt, je vous l'avais montré, en 2011, on était à 91 000 jours visites, si on veut, 118 000 en 2016. L'acquisition de nouveaux pêcheurs, bon, je vous le disais tantôt, on est autour de 15 là, 2015 et 2016, de nouveaux pêcheurs. Chasse à l'orignal, bien, voyez-vous, on était à 10 111 en 2015. Bien là, on a monté de 1000. 1000, c'est 1 million. Ça, je vais vous dire, c'est presque du net. Un petit secret, là, notre marge brute, là, sur la chasse à l'orignal, c'est 80 Vous savez ce que c'est, la marge brute? Fait que c'est assez bon. Rajeunissement des participants, on a le même genre de résultats. C'est que, vous voyez, on a, regardez les chiffres sont là, on a de plus en plus de jeunes. Et on donne un permis de chasse aux jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans. Leur première année de chasse, on leur donne le permis pour accompagner leur père. Il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte, évidemment. Bon, certaines personnes sont contre la chasse, mais ce que vous voulez, c'est une activité qu'on offre. Fait que, on essaye de faire un succès avec. Donc,
Fréquentation dans les parcs nationaux. Essentiellement dans les parcs nationaux, voyez-vous, ça avait baissé. De 2010 à 2014, on a passé de 3,9 millions à 3,8 millions, 3,7 millions et demi. Et là, on est rendu à 5,2 millions. Alors, on a eu un bon succès de ce côté-là aussi. Gérer le changement, bien, je ne vous ferai pas un long discours là-dessus, mais quelles sont les choses qu'on a faites pour gérer le changement? Bien, on a apporté une vision claire, une nouvelle vision qu'on a bien expliquée à nos employés, avec beaucoup de leadership. Puis quand je dis leadership, c'est de la part de la haute direction, mais c'est de leur part aussi. On leur demandait d'avoir plus de leadership. Innovation, on leur en a amené. Ça a amené une motivation absolument phénoménale. On leur a donné beaucoup d'autonomie, d'empowerment. Évidemment, ça prend de la détermination, parce qu'à travers tout ça, si vous avez tous travaillé dans des environnements, j'en suis sûr, où il y a eu de la gestion de changement, il y a beaucoup de résistance. Alors, il y en avait de la résistance chez nous comme ailleurs, donc ça prend de la détermination et des bons programmes de reconnaissance. On ne peut pas faire sans. Bill Gates a dit, les leaders sont ceux qui donneront aux autres le pouvoir d'agir, puis je pense qu'une chose est importante. On remettait à nos directeurs le pouvoir d'agir. Je vous fais très rapidement la mission qui est forte de l'engagement de son équipe. On parle de nos employés là-dedans. La société met en valeur les territoires, les actifs publics qui lui sont confiés, en assure la pérennité au bénéfice de sa clientèle. Donc, ça, c'est le volet conservation et accessibilité. Elle connecte les gens à la nature. C'est une phrase qui est très importante pour nous. Connecter les gens à la nature, on va en parler constamment pour les 5 prochaines années. C'est ça, la guérison. Notre vision, bon, leader mondialement reconnu en expérience de nature toute saison. On a le droit d'être ambitieux. La CEPAC inspire la fierté, puis on dit de nature toute saison parce qu'on veut que les Québécois se réapproprient l'hiver. Dans la majeure partie de nos parcs et de nos réserves fauniques, on n'a pas d'activité l'hiver, excluant le ski de fond. Là, on ouvre des chalets hivernés 4 saisons, on ouvre des refuges 4 saisons, et on veut que les gens viennent l'hiver. Et pour nous, l'accroissement de fréquentation qu'on aura dans les prochaines années, on va avoir 3,5 millions de fréquentation additionnelle dans les 3-4 prochaines années. Ça viendra en grande partie de l'hiver. Donc, la CEPAC inspire la fierté et la passion des Québécois pour leurs territoires exceptionnels. Pourquoi j'ai tenu à ce qu'on marque ça là? Je vais vous dire, mes lectures, il y a 2 ans et demi, quand je suis rentré à CEPAC, m'ont dit qu'aux États-Unis, le 3e motif de fierté du peuple américain, après quoi? Après l'armée et le drapeau, je ne sais pas. Mais le 3e motif de fierté, ce sont les parcs nationaux. Chez nous, les études qu'on a faites nous disent on n'est même pas là. On est un peuple bien identitaire, mais on ne s'occupe pas de notre territoire. Puis nos sondages nous disaient c'est minimaliste l'espèce de fierté que les gens peuvent avoir pour leur territoire. Donc, on veut amener ça le plus haut possible. Les valeurs qu'on va continuer à véhiculer pour faire en sorte qu'on puisse atteindre ces objectifs-là, bien, c'est le plaisir, c'est l'inclusion. L'inclusion, pourquoi? Bien, on le dit des fois en riant, tu sais, la CEPAC, c'est une organisation, puis excusez messieurs, mais c'est une organisation de blancs pour des clients blancs. Fait que c'est plus ça le Québec, là. 52 dans la ville de Montréal ont une langue maternelle autre que le français. Il faut les servir, il faut aller les chercher. Dans nos employés, on a beaucoup de gens des minorités visibles maintenant. On engage, on s'améliore de plus en plus. Pour nous, c'est important. L'engagement, des grands engagements de conservation, des engagements vis-à-vis de notre personnel. Le courage d'arriver avec des innovations. L'excellence, bien, ça va de soi. On ne peut pas passer à côté de l'excellence si on veut atteindre nos résultats. Donc, bien là, ici, on a une période de questions, mais avant ça, je veux vous inspirer avant que vous partiez.
Merci beaucoup.